Le restaurant sentait le café brûlé et les rêves brisés. J'ai respiré cette odeur familière en poussant la porte vitrée à 5h47 précise, 3 minutes avant le début de mon service. Les néons au plafond bourdonnaient comme des insectes mourants, projetant leur lumière jaune blafarde sur les banquettes en vinyle craquelé et les comptoirs en mica rayé. Mes baskets, tellement usées que je pouvais sentir chaque fissure du linoléum, grinçant sur le sol tandis que je me dirigeais vers l'arrière, attachant mon tablier taché autour de ma taille avec une maladresse due au manque de pratique. « Tu es en avance !» grogna Margie depuis la caisse, sans lever les yeux de ses mots croisés. Sa voix rauque de fumeuse venait troubler le silence matinal. Il n'y avait pas beaucoup de circulation, mentis-je. En réalité, j'avais quitté mon appartement 40 minutes plus tôt parce que le propriétaire avait encore frappé à la porte et que je ne pouvais pas l'affronter. Pas aujourd'hui. Pas alors que j'avais déjà 230 $ de retard dans le paiement de mon loyer et qu'il ne me restait que 18 $ sur mon compte courant jusqu'à la réception de mon salaire vendredi. J'ai attrapé la cafetière et j'ai commencé ma tournée, remplissant les tasses des habitués qui remarquaient à peine mon existence. Les ouvriers du bâtiment à la table 3, le chauffeur de taxi au comptoir, l'homme d'affaires qui laissait toujours exactement 15% calculés au centime près. J'étais invisible à leurs yeux, juste un élément du décor, comme les menus défraîchis, ou le jukebox perpétuellement en panne dans le coin. L'affluence matinale est passée comme d'habitude, dans un brouillard d'œufs brouillés, de bacon croustillant et de pain grillé blanc. J'avais mal aux pieds, le bas du dos me lançait à force d'être debout. Le petit pansement sur ma main gauche, où je m'étais brûlé la veille sur le grill, commençait à se décoller sur les bords. Je continuais à bouger parce que m'arrêter signifiait réfléchir. Et réfléchir signifiait me rappeler que mon compte en banque était presque vide, que ma voiture avait besoin de réparations que je ne pouvais pas me permettre et que les médicaments de ma mère n'allaient pas se payer tout seuls. Il était presque midi lorsqu'il est entré. J'ai remarqué le changement d'atmosphère avant même de le voir. La conversation semblait s'être calmée. La main de Margie s'était figée, à mi-chemin vers sa tasse de café. La clochette au-dessus de la porte a sonné, et je me suis retourné, la cafetière encore à la main. Il se tenait dans l'embrasure de la porte comme s'il venait d'un autre monde. Tout en lui respirait l'argent, le genre de richesse qui n'avait pas besoin de s'afficher. Son costume anthracite épousait parfaitement ses larges épaules. Le tissu était si fin qu'il semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Ses cheveux bruns, parsemés de mèches argentées au niveau des tempes, étaient coiffés en arrière, dévoilant un visage qui semblait avoir été sculpté dans le marbre. Ses pommettes étaient saillantes. Sa mâchoire semblait n'avoir jamais cédé pour personne. Ses yeux étaient si sombres qu'ils semblaient noirs sous l'éclairage cru du restaurant. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui me coupait le souffle. C'était sa façon de se déplacer, contrôlée, délibérée, comme un prédateur qui savait exactement quelle place il occupait dans le monde. Et derrière lui, à travers la porte vitrée, je pouvais voir un SUV noir garé au bord du trottoir, la silhouette du conducteur, visible à travers le pare-brise teinté. Il choisit une banquette dans le coin au fond, pas celle la plus proche de la porte, ni celle près de la fenêtre. La banquette d'angle, d'où il pouvait voir les deux entrées, et garder le dos contre le mur. Je m'approchais avec mon bloc de commande, très consciente de la tache de café sur mon tablier, de l'ourlet effiloché de mon uniforme, de ma queue de cheval qui avait commencé à se défaire pendant l'affluence matinale. Café. Ma voix était plus assurée que je ne me sentais. Il leva les yeux et, pendant un instant, ses yeux sombres se fixèrent sur moi, avec une intensité qui me donna la chair de poule. Ce n'était pas la façon dont les hommes me regardaient habituellement, avec un dédain désinvolte ou une faim gênante. C'était différent, évaluateur, calculateur, comme s'il pouvait lire tous les secrets que j'avais jamais gardés rien qu'en regardant mon visage. « Noir », dit-il. Sa voix était grave, texturée comme un whisky coûteux, et tout ce qui est bon ici, j'ai failli rire. Rien n'était bon ici. Mais j'ai hoché la tête et griffonné quelque chose sur mon bloc-notes. Le pain de viande est frais aujourd'hui. Alors je prendrai ça. Je lui ai versé son café, très consciente du tremblement de mes mains, priant pour ne pas en renverser.
La tasse a légèrement cliqueté contre la soucoupe lorsque je l'ai posée. Il n'a pas semblé le remarquer. Ou s'il l'a fait, il a eu la délicatesse de ne pas le mentionner. Alors que je me retournais pour partir, son téléphone a sonné. Ce n'était pas la sonnerie joyeuse d'un téléphone portable normal, mais une sonnerie aiguë et professionnelle qui l'a rendu presque imperceptiblement tendu. Il a répondu dans une langue que je ne reconnaissais pas. De l'italien peut-être, ou quelque chose qui s'en rapprochait. Sa voix, déjà autoritaire, a pris un ton qui m'a donné des frissons dans le dos. Je me suis retiré dans la cuisine, essayant de me débarrasser du sentiment de malaise qui m'habitait. « Qui est cet homme en costume ?» demanda Margie, lorsque j'accrochai la commande à la roue. « Je n'en ai aucune idée, mais un chauffeur l'attend dehors. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre de service, puis détourna rapidement le regard. Des riches qui viennent s'immerger dans la culture locale. Il nous a probablement vus sur un blog culinaire qui vante les expériences authentiques. Elle ricana. « Assure-toi juste qu'il laisse un bon pourboire. Je lui ai apporté son pain de viande 20 minutes plus tard. » Il avait passé tout ce temps au téléphone, parlant avec le même ton sec et autoritaire. Lorsque je me suis approché, il a terminé son appel par un seul mot qui ressemblait à un ordre. « Autre chose ?» ai-je demandé en posant l'assiette. Il a regardé la nourriture, puis m'a regardé. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La question m'a prise au dépourvu. « 3 ans. »« Vous aimez ça ?» J'avais envie de rire à nouveau. « Si j'aime ça ?» Je déteste chaque minute que j'y passe. Mais ça me permet de payer les médicaments de ma mère et de garder un toit au-dessus de ma tête, même s'il fuit. C'est un travail. Quelque chose a vacillé dans son expression. Pas tout à fait de la sympathie. Quelque chose de plus sombre, de plus complexe. Réponse honnête. Il mangeait lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui a appris à être prudent en tout, même avec la nourriture. Je me suis occupé d'autres tables, mais je sentais son regard me suivre à travers le restaurant. Ce n'était pas vraiment désagréable, mais cela me rendait hyper consciente de chacun de mes mouvements, de chacun de mes gestes. Quand il a eu fini, je lui ai apporté l'addition. 15,73 $. Il a sorti un portefeuille en cuir noir qui valait probablement plus que mon salaire mensuel et en a retiré un billet de 50 $. Mais alors qu'il le posait sur la table, son téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, ce qu'il a entendu a complètement changé son attitude. Son calme contrôlé s'est évaporé, remplacé par quelque chose de froid et de mortel. Il s'est levé brusquement, parlant rapidement au téléphone tout en se dirigeant vers la porte. Le billet de 50 $ est resté sur la table, mais il avait oublié de prendre sa monnaie. « Monsieur ?» lui ai-je lancé en attrapant l'argent. « Votre monnaie ?» Il était déjà dehors, en train de monter dans le SUV. Le chauffeur avait ouvert la porte et laissé le moteur tourner. J'entendais des voix pressantes et voyais d'autres hommes en costume sombre à travers les vitres teintées. J'ai fait une bêtise. Je me suis précipité derrière lui. « Monsieur, attendez !» Le SUV s'éloignait déjà du trottoir lorsque je l'ai rattrapé. J'ai tapé du poing contre la vitre sombre. À travers le verre teinté, je l'ai vu se retourner. J'ai vu ses yeux s'écarquiller légèrement de surprise. Le véhicule s'est arrêté. La vitre s'est baissée à mi-hauteur. « Votre monnaie ?» ai-je dit, essoufflé en tendant les 3,427 $. « Vous êtes parti. Gardez-la. » Sa voix était distraite, urgente. Quelqu'un criait quelque chose à l'arrière du SUV. « Je ne peux pas. C'est trop. » Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Derrière lui, j'entendais la voix d'un homme, aiguë et insistante. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je pouvais le sentir dans l'air, dans la tension qui émanait du véhicule. « S'il vous plaît, » ai-je dit, sans savoir pourquoi j'avais ajouté cela. « Reprenez-le. Je n'ai pas besoin de charité. » Pendant 3 battements de cœur, il m'a regardé fixement. Puis sa main s'est glissée par la fenêtre. Pas pour prendre l'argent, mais pour saisir mon poignet. Sa prise était ferme, chaude, et m'a envoyé une décharge électrique dans le bras. « Comment vous appelez-vous »« Elena. »« Elena. » Il l'a répété comme s'il voulait le mémoriser. « Gardez l'argent et rentrez chez vous. » Il y avait dans son ton quelque chose qui ne souffrait aucune discussion. Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre.
La vitre s'est relevée avant que je puisse répondre et le SUV est parti, suivi immédiatement par un deuxième véhicule noir que je n'avais pas remarqué auparavant. Ils ont disparu au coin de la rue, me laissant debout sur le trottoir avec 34 $ dans la main et le sentiment étrange que ma vie venait de basculer. Je suis rentré à l'intérieur. « Il a laissé un pourboire ?» m'a demandé Margie. J'ai regardé l'argent dans ma main, puis les 50 $ qui étaient encore sur la table. Oui, il avait laissé un pourboire. Mais ce n'était pas l'argent qui m'avait hanté pendant le reste de mon service. C'était la façon dont il avait prononcé mon nom, la façon dont sa main avait enserré mon poignet, la façon dont ses yeux sombres m'avaient regardé, comme si j'étais quelque chose de rare et de précieux, plutôt qu'une serveuse invisible parmi tant d'autres dans un restaurant oublié. Cette nuit-là, allongé dans mon studio exigu, j'écoutais le couple d'à côté se disputer et le bruit de la circulation dans la rue en contrebas. J'ai compté mon argent 3 fois. Les 50 $ de la table, les 34 $ de la caisse, et mes 18 $ que j'avais prévu d'utiliser pour faire les courses, soit 12 $. Cela ne résoudrait pas mes problèmes, mais cela me permettrait de tenir quelques jours de plus. Je me suis endormi en pensant à ses yeux sombres et à cette poignée de main qui ressemblait à la fois à un avertissement et à une promesse. Le lendemain matin a commencé comme tous les autres. Je me suis réveillé à 4h45 au son de mon réveil. J'ai pris une douche dans l'eau tiède, fournie par le vieux chauffe-eau de mon immeuble, et j'ai enfilé mon uniforme de rechange. La brûlure sur ma main avait commencé à guérir, même si elle me faisait encore mal lorsque je bougeais mal les doigts. Je descendais les escaliers de mon immeuble, une thermos de café à la main, lorsque je les ai remarqués. 5 SUV noirs étaient arrêtés en demi-cercle devant mon immeuble. Mon cœur s'est arrêté. Des hommes en costume sombre se tenaient à côté de chaque véhicule, leur posture trop rigide pour être décontractée. Ils attendaient. Le soleil matinal se reflétait sur les vitres teintées et les éléments chromés. Les voisins regardèrent derrière leurs rideaux, et Madame Chen, du 2B, était figée sur le trottoir, ses sacs de course serrés contre sa poitrine. Je me tenais sur la marche du bas, incapable d'avancer ou de reculer. L'une des portes du SUV s'est ouverte. Il est sorti. C'était le même homme que la veille. Mais maintenant je pouvais le voir clairement dans la lumière du matin. Les angles marqués de son visage. La façon dont son costume semblait avoir été cousu sur son corps. La confiance totale dans chacun de ses mouvements. Et derrière lui, au moins une douzaine d'hommes qui se déplaçaient avec une précision militaire, scrutant la rue, les immeubles, toutes les entrées et sorties possibles. Son regard croisa le mien à travers la distance, et il sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un loup qui avait trouvé ce qu'il chassait. « Helena » appela-t-il, sa voix portant facilement dans la rue, calme du matin. « Il faut qu'on parle. » Mes jambes refusaient de bouger. Je restais figé sur la dernière marche. Je serrais si fort le thermos de café dans ma main que le plastique craquait. Tous mes instincts me poussaient à remonter les escaliers jusqu'à mon appartement, à verrouiller la porte et à appeler. Qui ? La police. Et leur dire quoi ? Qu'un homme qui m'avait généreusement donné un pourboire la veille se tenait maintenant devant mon immeuble. Mais quelque chose dans la façon dont ces SUV étaient positionnés, dans la façon dont ces hommes s'étaient déployés en cercle autour de moi, me disait que fuir était inutile. Ils avaient anticipé toutes les issues, toutes les voies de fuite. Ce n'était pas le fruit du hasard. Tout avait été orchestré. Il s'avança vers moi avec la même grâce prédatrice, ses chaussures valant probablement plus que ma voiture, claquant sur le trottoir fissuré. Le soleil matinal faisait briller l'argent de ses tempes et ses yeux sombres comme des pierres polies. Derrière lui, l'un de ces hommes parlait avec urgence au téléphone, tandis que 2 autres le flanquaient à une distance respectueuse. « Vous avez peur ?» Il l'a dit comme une observation, pas comme une question, s'arrêtant à quelques mètres de moi, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de cher et de subtil. Du cèdre et quelque chose de plus sombre. « N'ayez pas peur. Qui êtes-vous » Ma voix n'était qu'un murmure. « Je m'appelle Dante Caruso. » Il pencha légèrement la tête, étudiant mon visage,
Cela vous dit quelque chose? Non. Ça devrait? Je secouai la tête en silence. Quelque chose passa sur son visage. De la surprise peut-être. Ou de la satisfaction. Bien. Cela simplifie les choses. Il fit un geste vers le SUV de tête. Montez dans la voiture, Helena. Je dois aller travailler. Non, vous n'avez pas à y aller. La certitude dans sa voix me noua l'estomac. Qu'avez-vous fait? J'ai acheté le restaurant. Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il parlait de la météo. Depuis 6 heures ce matin, tu ne travailles plus là-bas. Le thermos m'a glissé des mains. Le café s'est répandu sur le béton. Je l'ai regardé, incapable de comprendre ce que j'entendais. Tu ne peux pas? Si, je peux. Je l'ai fait. Il s'est approché, et j'ai instinctivement reculé contre la rampe de l'escalier. Il s'est immédiatement arrêté, les mains visibles sur les côtés, dans un geste qui aurait pu être rassurant si tout le reste de la situation n'avait pas été terrifiant. Je ne vais pas te faire de mal, Helena, mais nous devons parler et nous ne pouvons pas le faire ici. Monte dans la voiture. Et si je refuse, sa mâchoire s'est crispée de manière presque imperceptible. Alors je demanderai à Marco de venir te chercher et de te mettre dans la voiture. Mais je préfère que tu choisisses de venir de ton plein gré. Je regardais derrière lui l'homme qu'il avait désigné, Marco apparemment, qui se tenait à côté du SUV comme une statue de marbre dans un costume coûteux. Il était imposant, mesurant facilement 1,95 m, avec la carrure de quelqu'un qui cassait des choses pour gagner sa vie. Son visage était impassible, mais ses yeux laissaient entendre qu'il mettrait sans hésitation à exécution la menace de Dante. « C'est fou, » murmurai-je. « Oui, acquiesça Dante, mais c'est nécessaire. »« S'il te plaît, Helena, je te le demande gentiment. » Il y avait quelque chose dans sa façon de dire « s'il te plaît », comme si ce mot lui était étranger, rarement utilisé et profondément inconfortable. Comme s'il m'offrait quelque chose de précieux, en faisant semblant de me demander quelque chose plutôt que de me donner un ordre. Je pensais à crier, à Madame Chen toujours figée sur le trottoir, à mes voisins qui regardèrent depuis leurs fenêtres. Mais qu'est-ce que cela aurait changé? Ces hommes ne se seraient pas dispersés au son de ma voix. Et quelque chose me disait que Dante Caruso était un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. D'une manière ou d'une autre. Ma main tremblait lorsque j'acquiesçais. Le soulagement traversa son visage si rapidement que je faillis le manquer. Il se retourna et fit signe à Marco, qui ouvrit immédiatement la porte arrière du SUV de tête. L'intérieur était en cuir noir et en bois sombre, impeccable et sentant les matériaux coûteux. Dante attendit que je monte avant de se glisser à côté de moi, en gardant une distance prudente entre nous. La porte se referma avec un bruit sec. « Roulez !» dit Dante à l'homme à l'avant. Pas Marco. Quelqu'un d'autre, avec des yeux gris ardoise et une cicatrice le long de la mâchoire. Le domaine. Le convoi se mit en route, s'éloignant de mon immeuble en parfaite synchronisation. Je me suis retourné sur mon siège, regardant mon immeuble disparaître derrière nous, et j'ai eu l'impression de voir toute ma vie s'éloigner. Où allons-nous? Ai-je demandé, détestant le ton faible de ma voix. Quelque part où nous pourrons parler en privé. Dante a sorti son téléphone et a tapé quelque chose avec des gestes rapides et efficaces. Quelque part où nous serons en sécurité. En sécurité contre quoi? Il m'a alors regardé. Il m'a vraiment regardé, et quelque chose dans son expression m'a glacé le sang. Des gens qui voudraient se servir de toi pour m'atteindre. Je ne comprends pas. Je ne te connais même pas. Je t'ai vu pour la première fois hier. Je sais. Il a posé son téléphone. Mais tu as fait quelque chose hier qui a tout changé. Je t'ai rendu ta monnaie. Ce n'est pas ça. Tu as touché ma voiture. Sa voix était calme, mais elle avait un ton tranchant. Tu m'as couru après dans la rue et tu as posé ta main sur ma vitre devant des témoins, devant des caméras de sécurité, devant des gens qui aimeraient beaucoup trouver une faille dans mon armure. Le poids de ces mots m'a envahi comme de l'eau glacée.
J'essayais juste d'être honnête. Je sais que c'est le problème. Il s'est adossé contre le siège en cuir. Son profil se découpant nettement contre la vitre teintée. « Tu sais ce que je fais, Helena ?»« Non ? Tant mieux. Restons-en là pour l'instant. » Il resta silencieux pendant un moment, regardant la ville défiler à l'extérieur. « Ce que je peux te dire, c'est que je suis un homme qui a des ennemis puissants. Et ce matin, 3 sources différentes m'ont envoyé la même vidéo de sécurité. Toi qui cours après ma voiture, qui la touche. Moi qui m'arrête pour te parler. Mes mains se tordaient sur mes genoux. Alors maintenant, il pense que tu comptes pour moi. » Il se tourna pour me regarder à nouveau. « Et que ce soit vrai ou non n'a aucune importance. Cette perception suffit, ce qui signifie que vous êtes en danger. C'est fou. Je ne suis personne. Je ne suis qu'une serveuse. Vous étiez serveuse. » Sa correction fut douce, mais ferme. « Maintenant, vous êtes quelqu'un qui a besoin de protection jusqu'à ce que je puisse régler cette situation. » Le SUV s'engagea sur l'autoroute, accélérant en douceur. Les autres véhicules conservèrent leur position autour de nous. 2 devant, 2 derrière. Une forteresse mobile. Comment régler ça ? Ai-je demandé. Je suis encore en train d'y réfléchir. Il a ressorti son téléphone qui venait de vibrer, et son expression s'est assombrie lorsqu'il a lu le message qui venait d'apparaître. Il a tapé une réponse, ses doigts se déplaçant avec une violence à peine contrôlée sur l'écran. Puis il m'a regardé. « Avez-vous de la famille ? Quelqu'un qui pourrait être pris pour cible ? » « Ma mère. » « Oh mon Dieu. Ma mère. »« Ma mère, murmurai-je. »« Elle est à l'hôpital Mercy General. Elle y est depuis 3 semaines. Complications liées à une pneumonie. » Dante était déjà en train de composer le numéro. Marco, Mercy General, numéro de chambre. Il me regarda. 347. Mes chambres, 347. Je veux toute l'équipe là-bas dans 10 minutes. Personne n'entre ni ne sort sans autorisation. Et je veux que le docteur Rachid soit de garde. Qu'il examine son dossier immédiatement. Il a raccroché et s'est retourné vers moi. Elle sera protégée et recevra les meilleurs soins possibles. Je peux me le permettre. Il l'a dit simplement, comme si l'argent n'avait aucune importance. Peut-être que pour lui, c'était une façon de s'excuser de perturber ma vie. J'avais envie de discuter. J'avais envie de crier qu'il ne pouvait pas débarquer comme ça et tout réorganiser comme des pièces sur un échiquier. Mais l'idée que ma mère était vulnérable dans son lit d'hôpital m'a fait ravaler ma fierté. Merci. J'ai réussi. Il a hoché la tête, déjà occupé à autre chose. Vous aurez besoin de vêtements, d'effets personnels. Faites une liste de tout ce dont vous avez besoin dans votre appartement. Je demanderai à quelqu'un d'aller le chercher. Combien de temps vais-je rester là où nous allons ? Aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-il répondu en serrant les mâchoires. Je dois identifier qui a divulgué ces images et neutraliser la menace. Cela pourrait prendre des jours, voire des semaines. Je ne peux pas simplement disparaître. Les gens vont se poser des questions. Mon propriétaire a reçu le paiement de 6 mois de loyer à l'avance il y a 30 minutes. Dante a vérifié son téléphone à nouveau. Vos factures sont réglées. Les frais d'hospitalisation de votre mère sont pris en charge. Vous n'avez rien à craindre, sauf de rester en sécurité. Tu ne peux pas simplement... Je me suis interrompu parce qu'apparemment, lui le pouvait. C'est ce qu'il était en train de faire, démanteler ma vie et la reconstruire selon ses spécifications. Tout cela, grâce à quelques coups de fil et aux ressources illimitées de quelqu'un qui existait clairement, au-dessus des règles normales. Nous avons roulé pendant encore 40 minutes, laissant la ville derrière nous. Le paysage est passé d'une étendue urbaine à des banlieues soignées, puis à quelque chose de complètement différent. Des collines ondulantes, des portails en fer, des propriétés si grandes qu'on ne pouvait pas voir les maisons depuis la route. De l'argent ancien, une véritable richesse, celle qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Finalement, nous avons pris une route privée. Les portes se sont ouvertes automatiquement à notre approche. Elles étaient imposantes, en fer noir et or, flanquées de piliers en pierre.
L'allée faisait facilement un demi-mille de long, bordée de chênes centenaires qui formaient une voûte au-dessus de nos têtes. Puis la maison est apparue, et j'en ai eu le souffle coupé. Ce n'était pas une maison, c'était un domaine. 3 étages de pierre claire et de hautes fenêtres, avec des ailes qui s'étendèrent de chaque côté et des détails architecturaux qui témoignaient d'une influence européenne. Des pelouses impeccables s'étendaient dans toutes les directions, ponctuées de fontaines en marbre et de statues classiques. Un bâtiment séparé, probablement une maison d'hôte, se trouvait sur un côté, et je pouvais voir ce qui ressemblait à des écuries au loin. « Vous vivez ici ?» Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. « Quand je suis à la campagne », répondit Dante d'un ton neutre. « J'ai des propriétés à New York, Milan et Monaco, mais c'est ici chez moi. » Les SUV s'arrêtèrent en formation devant l'entrée principale. Avant que je puisse atteindre la poignée de la porte, Marco était déjà là, l'ouvrant avec l'efficacité d'un geste longuement répété. Dante sortit de son côté et fit le tour pour me tendre la main. Je l'ai regardé un instant. Une peau bronzée, de longs doigts, une bague signée à son petit doigt droit qui arborait probablement un blason familial que je ne reconnaissais pas. Puis je l'ai prise, car refuser semblait puéril. Et je l'ai laissé m'aider à sortir du véhicule. Sa poignée de main était ferme, chaleureuse. Et lorsque je me suis retrouvé sur l'allée de gravier, il ne m'a pas immédiatement lâché. « Bienvenue à Via Caruso », a-t-il dit doucement. « Vous serez en sécurité ici. » La porte d'entrée s'ouvrit et une femme apparut. Elle avait la cinquantaine bien avancée, les cheveux gris tirés en un chignon élégant, et portait une robe noire impeccable qui trahissait son professionnalisme. Son regard perçant m'a scruté, cataloguant d'un seul coup d'œil mon uniforme taché et mes chaussures usées. « Madame Chen va vous montrer vos chambres », a dit Dante en lâchant ma main. « Installez-vous. Prenez une douche si vous voulez. Il y a des vêtements dans le placard qui devraient vous aller pour l'instant. Je ferai préparer une garde-robe appropriée aujourd'hui. Nous en reparlerons au dîner. » Il s'éloignait déjà. Marco et 2 autres hommes marchèrent derrière lui, parlant rapidement en italien. Je le regardais partir. Cet inconnu qui venait de m'enlever poliment, d'acheter ma vie et de m'installer dans un manoir comme si j'étais une sorte de princesse dans un conte de fées. Sauf que les contes de fées n'impliquaient généralement pas le crime organisé et les menaces de mort. De ce côté-ci, la voix de mademoiselle Madame Chen était aimable, mais professionnelle. Américaine, notai-je avec un certain soulagement, même si elle partageait le même nom que ma voisine. Je vais vous montrer l'aile Est. Je la suivis à travers des portes qui coûtaient probablement plus que mon salaire annuel, dans un hall d'entrée, avec un sol en marbre et un plafond haut de 3 étages. Un immense lustre était suspendu au plafond, ses cristaux captant la lumière des hautes fenêtres. Des œuvres d'art dignes d'un musée ornèrent les murs. Un escalier incurvé s'élevait vers les étages supérieurs. La rampe était en bois sombre brillant. Mes baskets grinçaient sur le marbre. Dame Chen m'a conduite à l'étage, puis dans un couloir recouvert d'une épaisse moquette qui étouffait nos pas, avant d'arriver devant une double porte. Elle l'a ouverte pour révéler une suite plus grande que tout mon appartement. La chambre était décorée dans des tons crème et dorés, avec un lit à baldaquin qui semblait tout droit sorti d'un palais. Des porte-fenêtres s'ouvraient sur un balcon privé donnant sur le parc. Il y avait un coin salon avec une cheminée, un bureau et des fleurs fraîches dans des vases en cristal. « La salle de bain est par là », m'indiqua Madame Chen en montrant une porte sur la gauche. « Vous y trouverez des articles de toilette et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Le placard a été rempli de vêtements basiques à votre taille. Monsieur Caruso est très minutieux. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un téléphone sur la table de chevet. Composez le 0 pour joindre la maison principale ou appuyez sur le bouton d'appel et quelqu'un viendra immédiatement. Merci, je m'en suis sorti. » Elle s'est arrêtée à la porte, son expression s'adoucissant légèrement. « Ce n'est pas un mauvais homme, mademoiselle. Il est dangereux. »« Oui. Compliqué, certes, mais pas mauvais. Vous êtes en sécurité ici. Essayez de vous en souvenir. » Puis elle disparut. Elle referma doucement la porte derrière elle.
Je me retrouvais seul dans cette belle chambre, toujours vêtu de mon uniforme taché et de mes baskets usées. Et je me laissais enfin envahir par le poids de ce qui venait de se passer. Hier, je n'étais personne, invisible, une serveuse dont la plus grande préoccupation était de payer son loyer. Aujourd'hui, j'étais prisonnière dans un palais, protégée par un homme dont je connaissais à peine le nom, mais dont les ennemis pensaient apparemment que j'avais suffisamment d'importance pour me menacer. Je me suis dirigé vers les portes-fenêtres, et je suis sorti sur le balcon. Le sol s'étendait devant moi. Des pelouses parfaites, des jardins sculptés, et au loin, les portes en fer qui séparaient ce monde de la réalité. Magnifique, isolé, une cage dorée. Je repensais à la façon dont Dante avait prononcé mon nom, à la sensation de sa main autour de mon poignet la veille, à l'intensité de son regard sombre lorsqu'il m'avait promis que je serais en sécurité, et je me demandais quel prix je devrais finalement payer pour cette sécurité. Je n'avais pas l'intention de m'endormir. La douche avait causé ma perte. De l'eau chaude à volonté, une pression qui fonctionnait vraiment, du savon qui sentait la lavande, et quelque chose d'autre de coûteux que je ne pouvais nommer. Je suis resté sous le jet jusqu'à ce que ma peau devienne rose, lavant la graisse du dîner et la terreur du matin, et je suis sorti, en me sentant comme une personne différente. Les serviettes étaient en coton égyptien, épaisses et douces. Le peignoir accroché à l'arrière de la porte m'allait parfaitement. Lorsque j'ai ouvert le placard, j'ai trouvé exactement ce que Madame Chen m'avait promis. Des vêtements à ma taille, portant encore les étiquettes des créateurs, qui me faisaient monter les larmes aux yeux, des vêtements décontractés, des tenues professionnelles, des robes de soirée. Quelqu'un m'avait étudié avec suffisamment d'attention pour connaître mes mensurations au centimètre près. Cela aurait dû me terrifier davantage que cela ne l'a fait. J'avais enfilé un simple legging noir et un pull en cachemire oversize. Les étiquettes indiquaient $340, plus que ce que je gagnais en une semaine. Et je me suis assise sur le lit un instant, juste pour réfléchir, juste pour digérer tout ça. Le matelas était comme un nuage. Je me suis réveillé avec la lumière du crépuscule qui filtrait à travers les portes-fenêtres et un léger coup frappé à la porte de ma chambre. « Mademoiselle Helena », a dit une jeune femme avec un accent, peut-être d'Europe de l'Est. « Monsieur Caruso vous demande de le rejoindre pour le dîner dans 30 minutes. » Je me suis assise, désorientée, les cheveux encore humides dans la nuque. « D'accord, merci. » Les pas se sont éloignés dans le couloir. J'ai trouvé une brosse à cheveux sur la coiffeuse, avec un dos en argent, probablement ancienne, et j'ai démêlé mes cheveux. Mon reflet semblait étrange dans le miroir orné. Même visage, mêmes yeux verts, même tache de rousseur sur le nez. Mais le cadre ne correspondait pas. Je n'avais pas ma place dans cette pièce, vêtue de ces habits, sur le point de dîner avec un homme qui avait mentionné en passant qu'il possédait des propriétés dans 3 pays. La jeune femme, Katia, qui s'était présentée lorsque j'étais sorti, me guida à travers le labyrinthe de couloirs. La maison s'était animée à la tombée de la nuit. Un éclairage tamisé illuminait les œuvres d'art. J'entendais des voix au loin, parlant italien. À travers les fenêtres, j'aperçus le parc transformé par l'éclairage paysager. Tout était doré et surréaliste. Katia s'arrêta devant une porte, frappa une fois et l'ouvrit. La salle à manger était plus petite que je ne l'avais imaginé. Intime en fait, même si la table pouvait facilement accueillir 12 personnes, mais seules 2 places étaient dressées, une à la tête et une à droite. Le cristal scintillait à la lueur des bougies. D'autres fleurs, des roses blanches cette fois, parfumaient l'air. Dante se tenait près des fenêtres, le téléphone collé à l'oreille, parlant dans un italien rapide qui ressemblait à des menaces enveloppées de soie. Il avait enfilé un pantalon sombre et une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras musclés et ce qui semblait être le bord d'un tatouage disparaissant sous le tissu. Il m'aperçut et leva un doigt. 1 minute. Puis il dit quelque chose d'abrupt au téléphone et mit fin à l'appel. « Helena. » Il me fit signe de m'asseoir. « Asseyez-vous, je vous prie. J'espère que vous vous êtes bien reposé. Je ne voulais pas dormir. » Je me suis dirigé vers la chaise qu'il m'avait indiquée, hyper consciente de sa proximité alors qu'il la tirait pour moi.
Son parfum envahit à nouveau mes sens. Du cèdre et du danger. Quel serait-il? Presque 7 heures. Il prit place en bout de table, si près que j'aurais pu tendre la main et le toucher. Vous aviez besoin de vous reposer. La journée a été stressante. Une porte s'ouvrit et le personnel apparut. 2 jeunes hommes en veste blanche impeccable portèrent des plats recouverts. Ils nous servirent avec une efficacité rodée. Du poulet rôti aux herbes, des légumes qui semblaient sortir tout droit du jardin, du pain encore chaud sorti du four, du vin rouge coûteux versé dans des verres qui coûtaient probablement plus cher que ma caution. Lorsque nous nous retrouvâmes seuls, Dante leva légèrement son verre. 2 complications inattendues. Je n'ai pas bu. Est-ce que c'est ce que je suis? Une complication, la plus intéressante qui soit, dit-il en buvant une gorgée, me regardant par-dessus le bord de son verre. Au fait, ta mère va mieux. Le docteur Rachid l'a examinée cet après-midi. Il ajuste son traitement et s'attend à une amélioration significative dans les 48 heures. Un immense soulagement m'envahit, au point que je dus retenir mes larmes. Merci. Vraiment? Je ne sais pas encore comment ne pas vous remercier. Il posa son verre. Mangez, je vous en prie. Madame Chen sera offensée si vous ne le faites pas. Et elle est terrifiante quand elle est offensée. Je pris ma fourchette, soudainement affamé. La nourriture était extraordinaire, rien à voir avec les plats gras auxquels j'étais habitué. Puis-je vous poser une question? Vous pouvez demander. Je ne répondrai peut-être pas. Pourquoi êtes-vous vraiment venu au restaurant hier? Son expression changea. Quelque chose de sombre se déplaçait derrière ses yeux. J'étais censé y rencontrer quelqu'un. Un contact qui avait des informations dont j'avais besoin. Il ne s'est jamais présenté. Quel genre d'informations? Le genre qui fait tuer des gens. Il coupa son poulet avec des mouvements précis. Quelqu'un dans mon organisation vend des secrets, des emplacements, des détails sur les expéditions, des protocoles de sécurité. 3 de mes hommes sont morts le mois dernier parce que quelqu'un a dit à mes ennemis exactement où ils se trouvaient. La nourriture s'est transformée en cendres dans ma bouche. Vous pensez que c'est quelqu'un de votre entourage. Je sais que c'est le cas. La question est, qui? Il est resté silencieux pendant un moment, et j'ai vu quelque chose de sombre traverser son visage. Mon père a bâti cette organisation sur la loyauté. La famille avant tout. J'ai essayé d'honorer cela. Mais quelqu'un a décidé que l'argent comptait plus que le sang. Le contact qui ne s'est pas présenté a été retrouvé mort dans son appartement 2 heures après que j'ai quitté le restaurant. Quelqu'un l'a eu avant moi. Dante serra les mâchoires, et quelqu'un s'est assuré que des caméras enregistraient chacun de mes mouvements hier, y compris toi qui courais après ma voiture, comme si j'étais importante pour toi. Je te rendais ta monnaie. Je sais, mais dans mon monde, la perception est la réalité, Elena. Et maintenant, certaines personnes croient que tu es importante pour moi, ce qui fait de toi une cible, ce qui signifie que je suis responsable de te garder en vie. Je posai ma fourchette. Je n'avais plus d'appétit. Comment peux-tu vivre ainsi? Toujours sur tes gardes, ne faisant confiance à personne, il se cala dans sa chaise, m'observant avec une intensité déconcertante, et surtout seul. C'est plus sûr ainsi. Cela semble solitaire. Quelque chose passa dans son regard. De la surprise, peut-être, que je le dise aussi clairement. C'est vrai, mais la solitude ne tue pas. Une confiance mal placée, oui. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. J'ai essayé d'assimiler tout ce qu'il m'avait dit. J'ai essayé de concilier l'homme dangereux, qu'il décrivait avec celui qui s'était assuré que ma mère reçoive les meilleurs soins médicaux, qui m'avait acheté des vêtements et m'avait donné une chambre dans un palais, et qui était maintenant assis en face de moi, l'air presque humain. Puis-je vous poser une autre question? Ai-je osé? Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Vous êtes très audacieuse pour quelqu'un dans votre situation. Quelle situation? Prisonnière. Invitée. Bouclier humain. Son sourire s'élargit, atteignant ses yeux pour la première fois. Cela transforma son visage.
Le rendit plus jeune? Moins dangereux? Invité? Sans aucun doute invité? Les prisonniers n'ont pas accès à l'aile est? Où les prisonniers trouvent-ils le caviste? C'est très sécurisé. Et froid. Vous détesteriez cet endroit. Il se moquait de moi. Je réalisais que cet homme qui commandait les gens comme des pions d'échecs, qui avait acheté un restaurant sans sourciller, qui vivait entouré de gardes armés, il se moquait de moi. Je vais essayer de rester dans vos bonnes grâces, alors. Je vous en prie. Son expression perdit tout humour. Que vouliez-vous me demander? Le tatouage sur votre bras? Qu'est-ce que c'est? Il jeta un coup d'œil à son avant-bras, où le bord de l'encre sombre était visible sous sa manche retroussée. Pendant un instant, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Puis il a remonté sa manche plus haut, révélant un motif complexe. Un corbeau en vol, les ailes déployées, transportant dans ses serres quelque chose qui ressemblait à une clé. Les armoiries familiales, a-t-il dit doucement. Tous les hommes de la famille Caruso les reçoivent pour leur 18e anniversaire. Le corbeau représente la sagesse et l'adaptabilité. La clé représente les secrets que nous gardons et les portes que nous pouvons ouvrir. Ses doigts ont tracé le motif distraitement. Mon père m'a donné ça et m'a tenu la main pendant que le tatoueur travaillait. Même si j'essayais de ne pas montrer à quel point ça faisait mal, il y avait quelque chose de brut dans sa voix. Quelque chose qui m'a fait comprendre que ce n'était pas seulement de l'encre. C'était une identité. Un héritage lourd à porter. « Il est mort ?» ai-je demandé doucement. « Il y a 5 ans, d'une crise cardiaque. » Dante a baissé sa manche. La vulnérabilité a disparu avec elle. C'était un homme dur, mais juste. Tout le monde le craignait, mais tout le monde le respectait aussi. J'ai passé 5 ans à essayer de remplir des chaussures qui étaient toujours trop grandes. Je pense que tu t'en sors mieux que tu ne le penses. Il m'a regardé fixement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as acheté un restaurant pour protéger une serveuse que tu ne connais pas. Tu t'assures que ma mère reçoive un traitement qu'elle ne pourrait pas se permettre. Tu aurais pu simplement me cacher quelque part, mais au lieu de cela, tu essaies de résoudre le vrai problème. Je soutins son regard. Un homme vraiment mauvais ne se serait pas donné cette peine. Il se contenta de me fixer. Puis, il tendit le bras par-dessus la table et posa sa main sur la mienne, qui reposait à côté de mon assiette. Sa peau était chaude, sa prise douce mais ferme. « Tu n'as aucune idée à quel point je peux être dangereux, Elena. »« Peut-être pas. Mais je sais que tu aurais pu me faire du mal une 12aine de fois aujourd'hui, et tu ne l'as pas fait. Je sais que vous tenez parole. Vous avez dit que ma mère serait en sécurité, et elle l'est, je le sais. J'ai hésité, puis je me suis lancé. Je sais ce que c'est que d'être seul, même quand on est entouré de gens. Et je pense que vous le savez aussi. » Son pouce a lentement effleuré mes jointures. Un geste qui m'a donné des frissons dans le bras. Ses yeux sombres étaient redevenus intenses, mais différents cette fois. Pas calculateur ni évaluateur, mais autre chose. Quelque chose qui m'a coupé le souffle. « Tu devrais avoir peur de moi, » a-t-il dit doucement. « Je sais, mais je n'ai pas peur. Pas vraiment. Plus maintenant. » Le personnel du restaurant a choisi ce moment pour revenir, débarrasser les assiettes et apporter le dessert. Un tiramisu qui ressemblait à une œuvre d'art sur de la porcelaine délicate. Dante a lâché ma main lentement, à contre-cœur, et la perte de son contact m'a fait l'effet d'une douche froide. Nous avons terminé le repas en discutant de choses et d'autres. Il m'a posé des questions sur ma mère, sur ma vie avant le restaurant, sur le diplôme que j'avais commencé mais jamais terminé, lorsque l'argent avait manqué. Je lui ai posé des questions soigneusement neutres sur le domaine, sur Madame Chen, sur la collection d'œuvres d'art que j'avais aperçue dans les couloirs. Mais sous la conversation polie, quelque chose avait changé. Chaque fois que ses yeux rencontrèrent les miens, je le sentais. Une attraction, magnétique et indéniable. Quand il riait à une de mes remarques, le son de son rire provoquait des sensations étranges dans mon cœur. Quand sa main effleurait la mienne pour attraper son verre de vin,
Des étincelles semblaient danser sur ma peau. C'était dangereux, peut-être plus dangereux que ses ennemis. Après le dîner, il m'a raccompagné à ma chambre. Marco et un autre garde gardant une distance discrète derrière nous. La maison était plus calme maintenant, la plupart des employés étant partis pour la soirée. Nos pas résonnaient doucement sur le marbre et le parquet. « J'ai des réunions demain », m'a dit Dante lorsque nous sommes arrivés devant ma porte. « Des affaires qui ne peuvent être reportées. Tu seras en sécurité ici. La propriété est équipée de systèmes de sécurité qui rendraient Fort Knox jaloux, et Marco restera devant ta porte toute la nuit. Je ne vais nulle part. » Je l'ai regardé, très consciente de la proximité entre nous, même si je devrais probablement appeler mon propriétaire. Lui expliquer. C'est déjà fait. Tu es en situation d'urgence familiale prolongée. Ton appartement est sécurisé. Le loyer est payé. Les charges sont transférées en paiement automatique. Il sourit légèrement en voyant mon expression. Je t'ai dit que j'étais minutieux. Maniaque du contrôle serait plus exact, ça aussi. Il tendit la main, et pendant un instant, je crus qu'il allait toucher mon visage. Au lieu de cela, il ouvrit ma porte et la tint pour moi. « Dors bien, Helena. Demain, nous commencerons à réfléchir à la manière de te rendre ta vie. » Je suis entré dans ma chambre, puis je me suis retourné. Dante. Oui. Merci pour les parties complètement folles. Encore ce sourire. Celui qui le rendait presque humain. De rien. Même si c'est complètement fou. J'ai fermé la porte et je m'y suis appuyé, écoutant ses pas s'éloigner dans le couloir. Mon cœur battait à tout rompre. Ma peau picotait encore au souvenir de sa main sur la mienne. C'était une erreur. M'attacher à lui, à tout cela, était la pire idée possible. Mais alors que j'enfilais le pyjama en soie que quelqu'un avait laissé plier sur le lit, alors que je me glissais entre les draps qui semblaient être de l'eau contre ma peau, je ne pouvais m'empêcher de penser à ses yeux sombres, à ses mains délicates et à la solitude que j'avais entendue dans sa voix lorsqu'il avait parlé de son père. Je m'endormis en imaginant ce que cela ferait d'être embrassé par un homme comme Dante Caruso. Des pensées dangereuses pour une situation dangereuse. Mais je n'arrivais plus à les contrôler. Au milieu de la nuit, je me suis réveillé en entendant des voix devant ma porte. Marco parlait italien à quelqu'un, mais les mots étaient trop faibles pour que je puisse les distinguer. J'ai entendu la voix de Dante répondre, ferme et autoritaire. Puis le silence. Je me suis demandé s'il dormait, ou s'il passait ses nuits à planifier, à élaborer des stratégies, à essayer de garder 3 longueurs d'avance sur les ennemis qui voulèrent sa mort. Je me demandais s'il pensait à moi. Et je me demandais ce qui se passerait quand tout cela serait terminé. Quand la menace serait neutralisée et que je ne serais plus sous sa responsabilité. L'idée de retourner dans mon petit appartement, avec mon uniforme taché, mon existence invisible, me semblait soudain insupportable. Mais ce palais, cette protection, cet homme dangereux, aux mains prudentes n'était pas réel. Cela ne pouvait pas être réel. Pas pour quelqu'un comme moi. Je remontai la couverture jusqu'à mon menton et me dis d'arrêter de rêver. La réalité allait bientôt revenir. Les 3 jours passèrent comme dans un rêve fiévreux. Chaque matin, Katia m'apportait le petit déjeuner dans ma chambre. Des viennoiseries fraîches, des fruits, un café divin. Je mangeais sur le balcon, regardant le domaine s'animer avec le personnel s'occupant des jardins, les équipes de sécurité changeant de car, les voitures élégantes arrivant ou partant par les grilles en fer forgé. Dante était fantomatique pendant la journée, parti avant mon réveil, revenant tard. Mais il se joignait toujours à moi pour le dîner, apparaissant dans la petite salle à manger, les manches retroussées et les yeux cernés, m'apportant des nouvelles de l'amélioration de l'état de santé de ma mère et engageant une conversation soigneusement neutre qui n'abordait jamais la véritable question entre nous. Le 4e matin, tout a changé. J'étais dans la bibliothèque, une pièce à 2 étages avec des étagères allant du sol au plafond et une échelle roulante qui semblait tout droit sortie d'un film. Lorsque Dante m'a trouvé, j'ai entendu ses pas sur le sol en marbre avant de le voir. Cette démarche distinctive et assurée, qui faisait battre mon cœur plus vite malgré tous mes efforts, pour me concentrer sur ma lecture. Il est apparu dans l'embrasure de la porte.
et j'ai été à nouveau frappé par la façon dont la lumière de l'après-midi semblait accentuer ses traits, le rendant à la fois plus dangereux et plus beau. J'ai brandi le livre, Orgueil et préjugés, parce qu'apparemment j'étais un cliché. Votre collection est impressionnante, des premières éditions. C'est celle de ma mère, en fait. Il est entré dans la pièce, passant ses doigts sur une étagère avec une sorte de révérence. Elle est morte quand j'avais 12 ans, d'un cancer. Mon père a tout gardé exactement comme elle l'avait laissé. Je suis désolé. Elle vous aurait apprécié. Il se tourna vers moi, et quelque chose dans son expression me donna des nausées. Elle croyait en l'honnêteté par-dessus tout. Elle disait que le monde de mon père était construit sur des mensonges et des secrets. Mais au moins, notre famille pouvait se dire la vérité. Vous vous disiez la vérité? Quand elle était en vie? Oui. Après? Il haussa les épaules. Mon père et moi communiquions en termes de tactique et de stratégie. La vérité était devenue dangereuse. Je posais le livre et me calais les jambes sous moi dans le fauteuil en cuir. Pourquoi me racontez-vous tout cela? Parce que j'ai trouvé la fuite, répondit-il d'une voix glaciale. Et parce que ce que je m'apprête à faire va tout changer, et j'ai besoin que vous compreniez pourquoi. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Qui est-ce? Mon cousin Lucas. Il prononça ce nom comme s'il avait un goût amer. Nous avons grandi ensemble. Mon père le traitait comme son deuxième fils après la mort de ses parents. Je lui avais confié ma vie. Il serra les mâchoires. Il s'avère qu'il vendait des informations à la famille Vitelli depuis 8 mois. Le contact qui est mort, Lucas l'avait fait tuer pour protéger son identité. Oh mon Dieu, Dante, il a avoué ce matin. Mes hommes ont trouvé des preuves dans son appartement. Des téléphones jetables, des relevés de compte, des communications. Dante serra les poings. 3 hommes bien sont morts parce que Lucas voulait de l'argent pour financer ses dettes de jeu. Je me suis approché de lui sans réfléchir. Qu'est-ce que tu vas faire? Ses yeux ont croisé les miens, et ce que j'y ai vu m'a fait frissonner. Ce que mon père aurait fait, ce qu'exigent les règles, il a trahi la famille. Il n'y a qu'une seule punition pour ça. Tu vas le tuer, je dois le faire. Sans hésitation, sans doute. Si je ne le fais pas, je paraîtrai faible. Les autres penseront qu'ils peuvent me trahir sans conséquence. L'organisation se fracturera. D'autres personnes mourront. Mais c'est ta famille. Il a cessé d'être de la famille quand il a choisi l'argent plutôt que le sang. La voix de Dante était dure, sans inflexion. C'est mon monde, Helena. C'est ce que je suis. Je voulais que tu le voies clairement avant. Il s'est arrêté, a détourné le regard. Avant quoi? Avant que tu ne décides si tu peux vivre avec ça. Le poids de cette déclaration planait entre nous. Je comprenais ce qu'il ne disait pas. Que ces 3 jours avaient été un test pour nous deux. Que quoi que ce soit qui se construisait entre nous, cette attirance prudente et cette compréhension inattendue mourraient si je ne pouvais pas accepter la noirceur qui l'accompagnait. Je pensais à ma mère qui se remettait dans une chambre d'hôpital, gardée par ses hommes. Au restaurant que je détestais, qui lui appartenait désormais, à mon petit appartement et ma vie invisible, et à la façon dont je n'avais rien ressenti d'autre que de l'engourdissement pendant si longtemps, jusqu'à ce que des yeux sombres me regardent, comme si j'avais de l'importance. « Quand » demandai-je doucement. Il tourna brusquement la tête vers moi. « Ce soir, après le coucher du soleil. »« Je te reverrai après ?» Une expression brute traversa son visage. « Tu veux me revoir ?» Je m'approchai, assez près pour sentir l'odeur du cèdre et la chaleur qui se dégageaient de son corps. Oui. Sa main se leva lentement, caressant ma joue avec une douceur qui contredisait tout ce qu'il venait de dire sur la violence et la mort. Tu devrais me fuir, Helena. Tu devrais être horrifiée. Je sais. Je me suis penché vers lui, mais je ne le suis pas. Pendant 3 battements de cœur, nous sommes restés immobiles. Puis il a baissé la tête, son front reposant contre le mien, son souffle chaud contre mes lèvres. « C'est une erreur », a-t-il murmuré. « Probablement. Je ne peux pas t'offrir une vie normale.
Je ne peux pas t'offrir la sécurité. Je n'ai jamais demandé, ni l'un ni l'autre. Son pouce a tracé le contour de ma pommette. Que veux-tu? La vérité est sortie avant que je puisse l'arrêter. Toi. Quelle que soit la version de toi qui est réelle, même les parties sombres. Peut-être surtout celle-là. Il s'est reculé juste assez pour me regarder, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a fait fléchir les genoux. Du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à un mélange de salut et de damnation. « Après ce soir, dit-il d'une voix rauque, les choses ne peuvent plus être comme avant. Tu comprends, si je fais ça, si je franchis cette ligne avec toi, je ne pourrai plus te laisser partir, alors ne le fais pas. » Il m'embrassa comme un homme qui se noie et qui trouve de l'air. Sa bouche était chaude et exigeante, une main glissant dans mes cheveux tandis que l'autre appuyait contre le bas de mon dos, me tirant contre lui. J'ai haleté, et il a approfondi le baiser, qui avait le goût du café, et de quelque chose de plus sombre, quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais qui m'a plutôt poussé à me rapprocher davantage. Mes mains ont trouvé sa poitrine, sentant les battements rapides de son cœur sous le tissu coûteux. Il a émis un son grave dans sa gorge, presque un grognement, et soudain, mon dos était contre la bibliothèque, les premières éditions s'enfonçant dans ma colonne vertébrale. Et je m'en fichais, car son corps recouvrait le mien, et ses mains étaient partout. Et rien ne m'avait jamais semblé plus juste. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, tous deux haletants, ses yeux étaient presque noirs. « Je dois y aller, a-t-il dit. Mais il n'a pas bougé. Je dois m'occuper de ça. Je sais. Attends-moi, s'il te plaît. Je viendrai te rejoindre quand ce sera fait. » J'acquiesçai, incapable de parler à cause de l'émotion qui m'étranglait la gorge. Il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, presque avec révérence. Puis il recula, ajustant ses vêtements avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. « Verrouille ta porte ce soir, dit-il. N'ouvre à personne d'autre que moi. » Puis il est parti, et je me suis retrouvé seul dans la bibliothèque, les lèvres gonflées et le cœur battant à tout rompre, me demandant ce que je venais d'accepter. L'après-midi s'est prolongé jusqu'au soir. J'ai essayé de lire, mais je n'arrivais pas à me concentrer. J'ai essayé de faire une sieste, mais je n'arrivais pas à dormir. Finalement, j'ai pris une douche et j'ai enfilé une des robes qui se trouvait dans le placard. Simple, noire, ajustée. Je ne savais pas pourquoi je m'habillais ainsi. Peut-être parce que je savais que cette soirée allait tout changer. Katia m'apporta le dîner dans ma chambre. Je lui avais demandé de ne pas manger seule dans la salle à manger. Elle dressa le plateau avec son efficacité habituelle, mais ses yeux étaient inquiets. « Gros problème ce soir, dit-elle doucement. Tout le monde a peur. Je sais, monsieur Caruso. C'est un homme bon, mais parfois les hommes bons doivent faire de mauvaises choses. » Elle me toucha brièvement la main. « Vous le rendez heureux. Je le vois. C'est la première fois depuis longtemps qu'il sourit. Un vrai sourire. Après son départ, j'ai pris mon repas et j'ai regardé la nuit tomber sur le domaine. Les lumières se sont allumées dans toute la propriété. J'ai vu des véhicules arriver. Des hommes en costume sombre se rassembler près de ce qui semblait être un garage ou un entrepôt au loin. J'ai pensé à Lucas, qui qu'il soit, à la trahison qui avait coûté la vie à 3 personnes. À Dante, qui se préparait à exécuter son propre cousin pour maintenir l'ordre dans un monde que je comprenais à peine. Et j'ai pensé à la façon dont il m'avait embrassé, comme si j'étais l'oxygène dont il avait besoin pour respirer. Vers minuit, je l'ai entendu. Un seul coup de feu, lointain mais indubitable, résonnant à travers le domaine. Puis le silence. Je me suis assise sur le bord du lit, les mains jointes sur mes genoux, attendant. 1 heure s'est écoulée, puis 2. La maison s'est installée dans son rythme nocturne. Le craquement du bois, des voix lointaines, le bourdonnement des systèmes de sécurité. Enfin, des pas dans le couloir,
Un léger coup à ma porte. Elena. La voix de Dante, rauque et tendue. C'est moi. J'ai ouvert la porte. Il se tenait dans le couloir, toujours vêtu des mêmes habits qu'auparavant, mais il y avait maintenant du sang sur sa manche. Pas beaucoup, juste quelques éclaboussures. Son visage était pâle, ses yeux creux. « C'est fait », a-t-il simplement dit. Je reculai pour le laisser entrer. Il passa devant moi comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il se dirigea vers les portes-fenêtres et regarda fixement le terrain sombre. « Ça va ?» demandai-je. « Non », répondit-il sans se retourner. « Je viens de tuer un homme que j'aimais comme un frère. Je ne m'en remettrai jamais. » Je m'approchai de lui, l'enlaçai par derrière et appuyai ma joue contre son dos. Il tremblait, à peine perceptible. Mais je le sentais. Il a fait son choix, ai-je dit doucement. Tu as fait le tien. Tu as protégé ta famille, en la détruisant. Sa voix s'est brisée. Mon père disait toujours que diriger, c'est faire des choix impossibles. Je n'avais jamais compris ce que cela signifiait vraiment avant ce soir. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Il s'est retourné dans mes bras, m'attirant contre sa poitrine, le visage enfoui dans mes cheveux. Je ne te mérite pas. Je ne mérite rien de bon. Peut-être pas. Mais tu m'as quand même. Nous sommes restés ainsi pendant longtemps. Son cœur ralentissant progressivement contre le mien. Sa respiration se calmant. Quand il s'est finalement éloigné, ses yeux étaient rouges mais secs. « Je dois te dire quelque chose », a-t-il dit à propos de la raison pour laquelle je te protège vraiment. Je sais pourquoi. Les images, les ennemis. Cela en fait partie, mais ce n'est pas tout. Il a pris mes mains dans les siennes. L'homme que ton ex-petit ami a volé. Celui dont il a vendu la drogue et dont il a gaspillé l'argent au jeu. Mon sang s'est glacé. Comment tu sais pour Marcus? Parce que cet homme, c'était moi, Elena. Ton ex a volé mon organisation il y a 6 mois. 50 000 $ en produits, 30 000 $ en espèces. Je le recherche depuis lors. La pièce s'est mise à tourner. Quoi? Quand je t'ai vu au restaurant, je ne t'ai pas reconnu tout de suite. Mais quand tu m'as dit ton nom, je me suis souvenu. Marcus Chen avait une petite amie qui s'appelait Elena. J'ai demandé à mes hommes de sortir ton dossier. Il m'a serré les mains. Tu ne savais pas ce qu'il faisait. Mes enquêteurs ont confirmé que tu étais innocente, mais techniquement, tu es liée à quelqu'un qui me doit de l'argent et des produits. Donc tout ça, la protection, ma mère, tout. C'est parce que tu penses que je peux te mener à Marcus? Non. Il a serré plus fort. C'est parce que, quand j'ai réalisé qui tu étais, j'ai aussi réalisé que tu étais une innocente prise dans les ennuis de quelqu'un d'autre, tout comme tu es une innocente prise dans mes ennuis maintenant. Et parce qu'au moment où tu as couru après ma voiture, risquant ta propre sécurité pour me rendre 34 $, j'ai su que tu étais différente de toutes les personnes que j'avais rencontrées. Où est Marcus maintenant? Mort. Mes hommes l'ont retrouvé à Atlantic City il y a 2 mois. Il a choisi le mauvais jeu de cartes pour tricher. L'expression de Dante était sombre, mais tu ne le savais pas. Et je ne te l'ai pas dit parce que j'avais peur que tu penses que c'était la seule raison pour laquelle je te gardais ici. J'ai retiré mes mains, j'avais besoin d'espace pour réfléchir. C'est ça? Non. Bon sang, non. Il a passé ses mains dans ses cheveux. La frustration est quelque chose qui ressemblait à du désespoir dans les yeux. Je t'ai gardé ici parce que tu es en danger. J'ai acheté le restaurant parce que je ne voulais pas que tu retournes à cette vie. Je te dis la vérité maintenant parce que je ne supporte pas l'idée que tu ne saches pas tout. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je sais. Je suis désolé. Il s'est approché, mais ne m'a pas touché. Je te dis tout maintenant. Tout. La vérité sur Marcus, sur Lucas, sur ce que je suis et ce que je fais. Tu mérites de faire ton choix en toute connaissance de cause. Et quel choix est-ce? Sa mâchoire s'est crispée. Que tu restes ou que tu partes, que tu puisses m'accepter en sachant tout, que tu puisses vivre dans mon monde avec toute sa noirceur, son sang
et ses choix impossibles. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait tué ce soir, qui avait menti par omission, qui vivait dans un palais entouré de violence et de danger. Et j'ai aussi vu l'homme qui m'avait tenu la main pendant le dîner, qui s'était assuré que ma mère recevait les meilleurs soins, qui m'avait embrassé comme si j'étais précieuse, et qui tremblait dans mes bras lorsque le poids du leadership devenait trop lourd. Je ne vais nulle part, ai-je dit. Soulagement. Et quelque chose qui ressemblait à de l'angoisse a traversé son visage. Helena, je ne suis pas naïf, Dante. Je sais qui tu es. Je sais ce qu'est ce monde. Et je le choisis quand même. Je te choisis toi. Il a parcouru la distance qui nous séparait en 2 enjambées, prenant mon visage entre ses mains. Je te protégerai de toutes mes forces. Je te le jure. Personne ne te fera jamais de mal, je le sais. Et j'essaierai chaque jour. J'essaierai d'être digne du choix que tu fais. Je le sais aussi. Il m'embrassa alors, et ce fut différent de la bibliothèque. Plus lent, plus profond, attendu avec promesse et possession. Quand il me souleva, j'enroulai mes jambes autour de sa taille, et il me porta jusqu'au lit, m'allongeant comme si j'étais faite de verre. Dis-moi d'arrêter. Il a soufflé contre mon cou. Dis-moi que c'est trop rapide, trop intense, et je m'en irai. N'ose même pas. Son rire était rauque, presque brisé. Tu vas me détruire, Helena. Tant mieux. Alors nous serons quittes. Nous sommes tombés l'un dans les bras de l'autre comme si nous nous noyions, comme si c'était notre salut, comme 2 personnes qui cherchaient quelque chose dont elles ne savaient pas avoir besoin avant de le trouver. Ses mains ont appris à connaître mon corps, avec la même minutie qu'il appliquait à tout le reste, cartographiant chaque courbe et chaque creux, trouvant les endroits qui me faisaient haleter et me cambrer contre lui. J'ai exploré les plans de son torse, les muscles de son dos, le tatouage du corbeau qui le marquait comme un carrousseau. Quand il s'est enfin enfoncé en moi, les yeux rivés sur les miens, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Quelque chose qui ressemblait à la fois à un retour à la maison et à un saut dans le vide. « À moi » murmura-t-il contre mes lèvres. « Dis-le. À toi. Encore. À toi. Dante. Pour toujours. À toi, frissonna-t-il, en enfouissant son visage dans mon cou. Et nous nous sommes déplacés ensemble jusqu'à ce que le monde se réduise à cela. La peau, la chaleur et la fusion de 2 âmes blessées en quelque chose qui, contre toute attente, pourrait être entier. Après cela, nous sommes restés allongés, enlacés dans les draps de soie, ma tête sur sa poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur mon épaule nue. « Que va-t-il se passer maintenant » demandai-je doucement. « Maintenant, je vais officialiser les choses. Tu es à moi, Helena, sous ma protection pour toujours. Quiconque voudra te faire du mal devra d'abord passer par moi. » Il resserra son bras autour de moi, et je commençai à planifier notre avenir. Notre avenir ? Tu crois que je ferais ça ? Te revendiquer comme ça et te laisser partir ? Sa voix était rauque, possessive. Tu es à moi maintenant, dans mon monde, pour toujours. J'aurais dû être terrifié. J'aurais dû me sentir piégé. Au lieu de cela, je me sentais en sécurité. Le matin arriva doucement, filtrant à travers les portes-fenêtres et les bandes d'or et d'ambre. Je me réveillais enveloppé de chaleur. Le bras de Dante autour de ma taille. Sa poitrine pressée contre mon dos, son souffle régulier contre mon cou, Pendant un instant, je restais parfaitement immobile, craignant que le moindre mouvement ne brise le sort qui avait été jeté dans l'obscurité. Mais il s'est alors agité, ses lèvres effleurant mon épaule, et j'ai senti son sourire contre ma peau. « Tu es réveillé » a-t-il murmuré. « Toi aussi. Je ne dors pas beaucoup. C'est une habitude. » Ses mains se sont posées sur mon ventre, possessives même dans leur douceur. Mais te regarder dormir, c'était paisible. Je me suis retourné dans ses bras pour lui faire face. La lumière du matin adoucissait ses traits. Les angles durs étaient lissés par la satisfaction et quelque chose qui ressemblait presque à du contentement. Les ombres sous ses yeux étaient toujours là.
Mais le regard hanté de la nuit dernière avait disparu. Aucun regret, ai-je demandé. Seulement celui de ne pas t'avoir trouvé plus tôt. Il a embrassé mon front, mon nez, mes lèvres. Reste ici. Je dois passer quelques coups de fil, m'occuper de certaines affaires. Ensuite, nous irons voir ta mère. Tu pensais que je te laisserais y aller seule ? Son expression devint sérieuse. Tu es à moi maintenant, Helena. Où tu vas, je vais. Et tout le monde doit voir que tu es sous ma protection. Il se leva du lit sans gêne, et je le regardais s'habiller avec la même grâce efficace qu'il appliquait à tout. Un pantalon sur mesure, une chemise blanche impeccable, l'étui d'épaule qu'il attacha sans cérémonie. L'arme nichée contre ses côtes était un rappel brutal de sa réalité. Notre réalité désormais. « Je vais demander à Katcha de t'apporter ton petit déjeuner », dit-il en enfilant sa veste. « Nous partons dans 2 heures. » Après son départ, je pris une douche et m'habillai soigneusement, avec des vêtements qui me donnèrent l'impression d'être une armure, un pantalon noir sur mesure, un chemisier en soie, des talons qui m'allaient parfaitement. Quand je me regardai dans le miroir, je me reconnus à peine. Le même visage, mais des yeux différents. Des yeux qui avaient vu la violence et choisi de rester. Quoi qu'il en soit, le trajet jusqu'à l'hôpital Mercy General n'avait rien à voir avec mon premier voyage dans le convoi de Dante. Cette fois, je m'assis à côté de lui, à l'arrière du SUV. Sa main serrait fermement la mienne, tandis que Marco conduisait et que 2 autres véhicules nous flanquaient. Il passait des coups de fil en italien rapide, discutant de choses que je ne comprenais pas. Mais son pouce n'a jamais cessé de dessiner des cercles sur ma paume, un geste inconscient de connexion. La réaction du personnel hospitalier à notre arrivée m'a tout dit sur l'influence de Dante. L'entrée principale avait été dégagée. Des agents de sécurité que je ne reconnaissais pas se tenaient à des endroits stratégiques. Un médecin que je n'avais jamais vu auparavant, le docteur Rachid, attendait dans le hall et salua Dante avec une déférence qui frôlait la crainte. « Monsieur Caruso, tout est prêt. Madame Vulov se trouve désormais dans l'aile privée, comme vous l'aviez demandé. Son état s'est considérablement amélioré. Le nouveau protocole médicamenteux fonctionne parfaitement. Je m'attends à un rétablissement complet d'ici 1 semaine. » Dante acquiesça, sa main posée sur le creux de mon dos, me guidant vers les ascenseurs. Marco et un autre garde se mirent à marcher derrière nous. La nouvelle chambre de ma mère se trouvait au dernier étage, privée, spacieuse, avec des fenêtres donnant sur la ville et des équipements qui semblaient provenir d'un tout autre hôpital. Elle était assise dans son lit, les joues colorées pour la première fois depuis des semaines, l'air plus alerte que je ne l'avais vue depuis des mois. Helena. Son visage s'est illuminé quand elle m'a vu. Puis la confusion a envahi ses traits lorsqu'elle a aperçu Dante, les gardes. Toute cette situation surréaliste. Que se passe-t-il ? Les médecins ne me disent rien sauf que mon traitement a été amélioré. Je me suis approché de son lit et lui ai pris la main. « Maman, il y a beaucoup à expliquer. » Commence par lui. Elle désigna Dante qui était resté près de la porte, nous laissant de l'espace. « Qui est-il ? Et pourquoi a-t-il l'air d'être le propriétaire de l'hôpital ? » « Parce que c'est peut-être le cas, répondis-je honnêtement. « Maman, voici Dante Caruso. C'est grâce à lui que tu vas mieux. Et il est... » Je me tournai vers lui et croisai son regard sombre. « Il est à moi. » Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. « À toi ? Helena ? Que s'est-il passé ? La semaine dernière, tu servais des œufs dans ce restaurant, et maintenant tu arrives ici avec des gardes armés et un homme qui semble tout droit sorti d'un film sur la mafia. » Elle s'arrêta, le visage pâle. « Oh mon Dieu ! Dis-moi qu'il ne sort pas d'un film sur la mafia. Je ne peux pas te le dire, ai-je admis. Mais je peux te dire qu'il m'a protégé. Il prend soin de toi, et je lui confierai ma vie. » Elle a observé Dante avec le regard perspicace qui l'avait aidé à survivre à 40 ans de mauvais choix et de malchance. « Si vous faites du mal à ma fille, peu importe le nombre de gardes que vous avez, je trouverai un moyen de vous faire souffrir.
Les lèvres de Dante tremblèrent. « Je vous crois, Madame Vulov, et je vous donne ma parole. La sécurité et le bonheur d'Helena sont ma priorité absolue. Veillez à ce que cela reste ainsi. » Elle me serra la main. « Maintenant, que quelqu'un me dise ce qui se passe réellement. » Nous sommes restés 1 heure. J'ai expliqué autant que possible sans l'effrayer, en omettant l'exécution de Lucas, le lien avec Marcus, la gravité réelle du danger dans lequel je m'étais trouvé. Dante a ajouté des détails sur son plan de traitement, les mesures de sécurité mises en place, les dispositions qu'il avait prises pour son rétablissement et sa rééducation. Ma mère écouta, posa des questions pertinentes, puis finit par acquiescer. « Donc ma fille sort avec un baron du crime qui m'a sauvé la vie et qui est apparemment amoureux d'elle, à en juger par la façon dont il la regarde quand elle ne le voit pas. » Dante ne le nia pas. « Ça pourrait être pire, dit-elle sèchement. Ça pourrait être Marcus. » Je ris, à ma grande surprise. C'était nettement mieux que Marcus. Alors que nous partions, ma mère m'appela. « Monsieur Caruso », il s'est retourné. « Oui, merci pour ma fille. Pour moi, pour nous avoir donné une seconde chance à tous les deux, sa voix s'est adoucie. Elle est tout ce que j'ai au monde. N'oubliez pas cela. » « Je n'oublierai pas, a-t-il promis. Je le jure. » Dans l'ascenseur, Dante m'a serré contre lui. « Ta mère est formidable. Tu n'as pas idée. Je l'aime bien. » Il m'a embrassé sur le sommet du crâne. « C'est elle qui t'a élevé. Rien que cela la rend remarquable. » Le prochain arrêt m'a surprise. Un cabinet d'avocats dans un gratte-ciel étincelant du centre-ville. Dante m'a conduite dans une salle de conférence où un homme plus âgé, aux cheveux argentés et vêtu d'un costume coûteux, attendait avec des piles de documents. « Helena, voici Robert Chen, mon avocat. »« Robert, voici Helena Vulov, ma... » Il s'est interrompu et j'ai vu qu'il cherchait le mot juste. « Ma future épouse. » La pièce s'est mise à tourner. « Quoi ?» Dante s'est tourné vers moi et m'a pris les 2 mains. « Je te l'ai dit hier soir. Dans mon monde, quand je revendique quelqu'un, c'est pour toujours. Je veux que ce soit légal, protégé. Je veux que tout le monde sache que tu es à moi et que je suis à toi. Nous nous connaissons depuis moins d'1 semaine. Je sais et je m'en fiche. » Il a resserré son étreinte. « J'ai passé toute ma vie à prendre des décisions calculées, Helena. Des choix sûrs, des décisions stratégiques. Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Un cousin qui m'a trahi, une organisation pleine de gens qui me craignent mais ne me font pas confiance, une maison pleine de belles choses et d'une solitude absolue. » Sa voix baissa. « Et puis tu as couru après ma voiture pour $34. Et tout a changé. Tu es la première chose réelle que j'ai eue depuis des années. Je ne te laisserai pas partir. » Robert s'éclaircit la gorge diplomatiquement. « Peut-être que la jeune femme aimerait d'abord revoir le contrat prénuptial. » « Il n'y a pas de contrat prénuptial, dit Dante d'un ton sec. Ce qui est à moi est à elle. Tout. »« Dante ? C'est fou, commença Robert. Non négociable, le ton de Dante aurait pu couper du verre. Rédige les papiers. Licence de mariage, procuration, tout. Je veux qu'elle soit légalement protégée. Si quelque chose m'arrive, elle hérite de tout. La succession, les entreprises, les comptes offshore, tout. Je le fixais du regard, essayant de comprendre ce qu'il disait. « Tu es tout à fait sérieux. » Il prit mon visage entre ses mains. « Épouse-moi, Helena. Pas parce que tu y es obligée, pas parce que je te protège, mais parce qu'en moins d'1 semaine, tu es devenue plus importante pour moi que toute autre chose au monde. Parce que quand je pense à mon avenir, tu en fais partie intégrante. Parce que sa voix c'est rauque. Parce que je t'aime. Et que j'ai besoin que tu saches que si je meurs demain, tu seras prise en charge pour toujours. » Les larmes brouillaient ma vision. C'est la demande en mariage la plus romantique et la plus terrifiante que j'ai jamais entendue. C'est oui. J'ai pensé à mon petit appartement, à mon uniforme taché,
et à l'engourdissement qui avait défini mon existence pendant si longtemps. J'ai pensé à ses yeux sombres, à ses mains délicates, et à la façon dont il avait tremblé dans mes bras lorsque le poids de ses choix était devenu trop lourd. J'ai pensé à la passion, au danger, et à ce genre d'amour qui n'avait aucun sens, mais qui semblait plus réel que tout ce que j'avais connu auparavant. Oui, ai-je murmuré. Oui, je t'épouserai. Il m'a embrassé comme s'il scellait un contrat écrit avec du sang et des promesses. Et peut-être était-ce le cas. Les 3 semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs. Dante avait raison sur un point. Une fois que je fus officiellement reconnu comme sa compagne, les menaces s'évaporèrent. Ses ennemis comprirent que nous toucher signifiait entrer en guerre avec la famille Caruso. Et apparemment, c'était une guerre que personne ne souhaitait. Ma mère sortit de l'hôpital plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des années et emménagea dans une maison d'amis sur le domaine. Elle et Madame Chen sont devenues des amies improbables, liées par leur exaspération commune face aux tendances surprotectrices de Dante. Le mariage était petit, réservé à la famille proche, ce qui pour Dante signifiait les membres clés de son organisation. Je portais une robe qui coûtait plus cher qu'une voiture. Une simple soie blanche qui me donnait l'impression d'être une princesse. Dante portait un smoking qui lui allait comme un gant. Et quand il m'a vu descendre l'allée de la chapelle privée du domaine, j'ai vu son sang-froid se fissurer un instant, juste assez pour me montrer l'homme sous l'armure. Nous avons échangé nos vœux en italien et en anglais, des alliances portant les armoiries des Caruso, et un baiser qui promettait l'éternité. La réception était un chaos élégant, avec de la musique, de la danse, de la nourriture qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel au restaurant. J'ai rencontré des membres de la famille qui m'ont regardé avec curiosité, voire suspicion. J'ai serré la main d'homme dont j'avais entendu parler dans les journaux en rapport avec le crime organisé. J'ai souri et joué le rôle de la femme de mafieux, tandis que la main de Dante restait fermement posée sur le bas de mon dos, me rappelant constamment sa présence et sa protection. Tard dans la soirée, il m'a éloigné de la fête et m'a conduite à travers des couloirs sombres jusqu'à son bureau. « Notre bureau maintenant » avait-il insisté. Il a fermé la porte, étouffant les bruits de la fête, et m'a prise dans ses bras. « Heureuse » m'a-t-il demandé. Terrifié, exalté, confus quant à ce qu'était désormais ma vie, je l'ai regardée, mais oui, heureuse. « Bien. » Il m'a embrassé sur le front parce que j'ai un cadeau de mariage pour toi. Il m'a tendu un dossier. À l'intérieur se trouvaient des titres de propriété, des licences commerciales et une photo du restaurant. « Mon restaurant, celui où nous nous étions rencontrés. Je te le cède, a dit Dante. Tu en es la propriétaire à part entière. Fais-en ce que tu veux. Rénove-le, vends-le, transforme-le en quelque chose de nouveau. Mais c'est à toi, c'est ton choix, c'est ton indépendance. » De nouvelles larmes me piquèrent les yeux. « Tu me donnes le restaurant, je te donne le choix. Je ne veux pas que tu te sentes piégée, Elena. Ni par moi, ni par cette vie. Tu as choisi de rester. Mais je veux que tu saches que tu peux toujours choisir autre chose. Je ne le ferai pas. Peut-être pas. Mais savoir que tu pourrais le faire rend ton choix de rester encore plus significatif. » Il sortit un autre document. « Et ceci est pour ta mère. Un fonds fiduciaire. Des soins médicaux à vie, des frais de subsistance, tout ce dont elle a besoin. Elle fait partie de la famille maintenant. Nous prenons soin de notre famille. » Je ne pouvais pas parler, tant l'émotion m'étouffait. Alors je l'ai embrassée à la place, y mettant tout mon amour, ma gratitude et mon émerveillement. Quand nous avons finalement rejoint la fête, je me sentais différente. Pas seulement mariée, mais transformée. La serveuse invisible avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait choisi le danger, la passion et un amour qui défiait la logique. Quelqu'un qui avait trouvé sa place. Les mois ont passé. J'ai appris les rythmes du monde de Dante, les appels téléphoniques tard dans la nuit, les protocoles de sécurité, la danse prudente du pouvoir et de la diplomatie. J'ai appris quelles familles étaient alliées et lesquelles étaient rivales. J'ai appris à tirer parce que Dante insistait, et j'ai découvert que j'avais un talent naturel qui a impressionné Marco à contre-cœur. J'ai également appris à connaître les entreprises légitimes, les biens immobiliers, les portefeuilles d'investissement, les fondations caritatives.
Dante avait lentement éloigné l'organisation de ses racines criminelles, construisant quelque chose qui pourrait être transmis aux générations futures sans la menace constante de la violence. « Le monde de mon père est en train de mourir », m'a-t-il dit un soir, alors que nous étions allongés dans notre lit, ma tête posée sur sa poitrine. Les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Je veux construire quelque chose de différent, quelque chose dont nos enfants n'auront pas honte. Des enfants ? J'ai levé la tête pour le regarder. Sa main s'est posée sur mon ventre encore plat, possessive et tendre. Un jour, quand les choses seront plus sûres, quand j'aurai terminé ce que j'ai commencé, a-t-il dit en me regardant dans les yeux. Est-ce que tu voudrais ça? Des enfants? Une famille avec toi? Oui. 2 ans plus tard, je me tenais dans la même chapelle privée, tenant dans mes bras notre fille, Sophia, nommée en l'honneur de la mère de Dante. Elle avait ses yeux sombres et mon sourire. Et quand il l'a pris dans ses bras, je vis en lui une douceur que le monde ne verrait jamais. Ma mère, en bonne santé et pleine de vie, faisait rebondir sa petite fille sur ses genoux, tandis que Madame Chen s'affairait autour de la robe de baptême de Sophia. Marco était devenu, contre toute attente, la personne préférée du bébé, son visage sévère s'illuminant d'un rare sourire lorsqu'elle lui attrapait le doigt. Le restaurant avait été transformé en centre communautaire, proposant des formations professionnelles, des programmes d'alphabétisation et des ressources pour des personnes comme moi, des personnes invisibles qui avaient besoin que quelqu'un les voie. Je le dirigeais avec la même rigueur que Dante appliquait à son empire, et il n'avait jamais été aussi fier. Les menaces n'avaient pas complètement disparu. Il y avait toujours des ennemis, toujours des dangers, toujours des nuits où Dante rentrait à la maison avec des ombres dans les yeux et du sang qu'il ne pouvait pas tout à fait laver. Mais nous avions construit quelque chose d'assez solide pour résister à ces tempêtes. La confiance, l'amour et la certitude profonde que nous nous étions choisis pleinement et complètement. Ce soir-là, après que Sophia se soit endormie et que les invités soient partis, Dante m'a trouvé sur le balcon de notre chambre, contemplant le domaine qui m'avait autrefois semblé être une prison et qui était désormais devenu mon foyer. « Des regrets ?» m'a-t-il demandé, faisant écho à ce premier matin. « Pas le moindre. » Il m'enlaça par derrière. Et nous restâmes là, debout, tandis que l'obscurité envahissait le domaine, notre vie, l'avenir que nous construisions ensemble. Je repensais à la fille que j'avais été, fatiguée, invisible, servant du café à des gens qui ne la voyaient jamais. Je repensais aux 18 $ sur mon compte bancaire et au désespoir qui m'avait poussé à rendre 34 $ comme s'il s'agissait d'un impératif moral. Je pensais à la façon dont un simple choix, celui de courir après la voiture d'un inconnu, avait tout changé. « Merci, murmurai-je. Pourquoi ? Pour m'avoir vu ? Pour m'avoir choisi ? Pour m'avoir donné une vie que je n'aurais jamais imaginée. » Il me fit pivoter dans ses bras, ses yeux sombres adoucis par l'amour qu'il ne prenait plus la peine de cacher. « Tu m'as donné quelque chose de bien plus précieux, Helena. Tu m'as donné une raison d'être meilleur que ce que j'étais. Une raison de construire plutôt que de détruire. Une raison de croire que les hommes comme moi peuvent avoir quelque chose de bon. Tu as toujours été bon, Dante. Tu avais juste besoin de quelqu'un pour te le rappeler. » Il m'embrassa alors que les premières étoiles apparaissèrent dans le ciel. Et je goûtais à la promesse, à la passion et à ce genre d'amour qui ne vient que lorsque l'on se choisit chaque jour. Malgré l'obscurité, malgré le danger, malgré toutes les raisons logiques de s'en aller, nous avions construit quelque chose d'extraordinaire à partir de 18 $ et d'un moment d'honnêteté. Un empire d'amour dans un monde d'ombre, et je ne l'échangerais pour rien au monde. Des années plus tard, lorsque Sophia serait en âge de demander comment maman et papa se sont rencontrés, je lui raconterais un conte de fées sur une princesse travaillant sous un déguisement et un roi qui avait oublié comment voir la beauté et comment un petit geste de gentillesse les avait sauvés tous les deux. Je lui avais parlé du pouvoir de choisir l'amour même quand c'est dangereux, de rester même quand il serait plus facile de partir, de trouver un foyer dans les endroits les plus inattendus. Et un jour, quand elle serait plus grande,
Je lui raconterai toute la vérité sur les SUV, les menaces, et le choix impossible que j'avais fait de rester. Sur le monde d'ombre et de pouvoir de son père, et comment l'amour avait été la lumière qui nous avait guidés à travers lui. Mais ce soir, avec les bras de Dante autour de moi, et notre fille dormant paisiblement dans sa chambre, gardée par des hommes prêts à mourir pour la protéger, je me suis simplement laissé porter par l'instant présent, reconnaissante, transformée, chez nous. La serveuse invisible et le roi de la mafia, liés par le destin, par leur choix et par un amour qui avait fleuri dans l'obscurité. Notre histoire avait commencé avec $18, mais elle se terminerait avec l'éternité.